Kilimo Bimba, place Nyonso Bozali, au Boza Rotala, le serviteur Nabino Kinshasa, le terminateur de la presse congolaise moderne, à Tozali na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Tozali l'inspection générale et finance IGF na Mukuse, à Mokolo ya jeudi 16 juin 2022, Zali Mokolo Oyo ya 7e journée et échange citoyen entre Bandeko inspection générale et finance face à Bandeko ya organisation de la société civile chargée de la lutte contre la corruption. Oyo lelo tokoyeba nini wana bandeko na biso ya IGF bakosola na bandeko ya organisation ya société civile chargée à lutte contre la corruption et koleka ndenge nini tolanda biso nyonso ensemble awa. On dirait qu'il y a inspection générale et finance ndenge nini makambo nyonso ekotambola avec impact na idéologie de l'inspection générale des finances. Bonjour à tout le monde. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette session prévue par l'inspection générale des finances. Et pour ce faire, je voudrais vous donner quelques lignes de la manifestation de cet après-midi. C'est vrai qu'il y a une invitation qui a été donnée à chacun de nous, mais on va faire bref parce que nous savons que certains d'entre nous ici étaient là depuis 11h30 et nous n'allons pas vous retenir pendant longtemps. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? 3 points principaux. Le premier, nous allons chanter l'hymne national. Le deuxième point, nous allons pouvoir circonscrire le cadre qui nous réunit aujourd'hui. Et le troisième point, on donnera la parole à l'inspection générale des finances pour nous donner plus de détails sur la manifestation de ce jour. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Je ne sais pas s'il y a l'hymne national déjà. Ah, très bien. Voilà, nous allons nous tenir debout pour chanter l'hymne national. Merci, nous allons nous asseoir. Honorables députés nationaux, Monsieur l'inspecteur général chef des services de l'inspection générale des finances,
mesdames et messieurs, en vos qualités et titres respectifs. Je voudrais, en ma qualité de facilitateur de la réunion de ce jour, commencer par vous présenter des excuses du fait que nous commençons notre réunion avec retard. J'espère bien que nous resterons dans le temps qui a été imparti pour ne pas vous préjudicier davantage. Alors, la question importante que chacun de nous pourrait se poser, c'est celle de savoir pourquoi nous sommes là ce jour. La réponse n'est pas effectivement trouvable dans l'invitation que vous avez avec vous. Parce qu'après échange que nous avons eu tout à l'heure avec monsieur l'inspecteur général, chef des services, il est apparu que, à ma qualité de facilitateur, que je puisse vous préciser le cadre. Pourquoi nous sommes là? Vous savez que depuis un certain temps, l'inspection générale de finances fait un travail que chacun de nous apprécie d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un travail en termes de lutte contre la corruption, contre les détournements qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, nous sommes là réunis en tant qu'organisation de la société civile, mouvement citoyen et d'autres institutions de la société civile. Pour ceux qui suivent le travail que l'inspection générale de finances fait, nous avons toujours émis cette volonté, ce souhait de voir l'inspection générale de finances collaborer avec les organisations de la société civile. Parce que nos organisations travaillent d'une manière ou d'une autre sur les mêmes questions. Questions de lutte contre la corruption, questions de lutte contre les détournements des fonds publics. Et vous savez aussi que c'est à cause de ces mots que notre pays est dans la situation où elle est. Et qu'il est important que chacun de nous, en faisant ce qu'il fait, qu'à un moment donné, nous puissions nous mettre en synergie. Parce qu'il y a des choses que l'inspection générale des finances peut faire, mais il y a aussi des choses qu'elle ne peut pas faire. Il y a des choses que la société civile, de manière générale, peut faire et d'autres qu'elle ne peut pas faire. Et donc, notre force se trouverait dans le fait de mettre nos forces ensemble, de mettre en place une synergie, un cadre qui nous permet de collaborer. Donc, la mise en place de ce cadre de collaboration, de cette synergie, est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes ici. Je ne vais pas aller en détail parce que l'inspection générale de finances va pouvoir y revenir, souligner l'importance de ce cadre, mais aussi de quelle manière il va pouvoir se mettre en place. Mon rôle était tout simplement de circonscrire la manifestation de ces jours. Et sans plus tarder, je vais devoir donner la parole à l'inspection générale de finances. Je vois qu'il y a deux personnes. J'espère bien que toutes les deux vont devoir intervenir. Donc, je vous accorde 10 minutes pour circonscrire, nous dire pourquoi. C'est vrai que je l'ai dit, mais nous dire pourquoi on est là. Et pour cela, on va commencer comme... Je vous accorde la parole. Voilà, on va commencer avec les coordonnateurs. Inspecteur général des finances, coordonnateur, c'est ça? Voilà, il fallait me le dire avant. Il va commencer et après, l'inspecteur général, chef des services, va pouvoir intervenir. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, mais ça ne préjudicie pas le bon déroulement de la manifestation. Très bien, merci. Vous avez la parole, monsieur. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est un exercice difficile
de parler en 10 minutes. J'imagine, en ce qui me concerne, moins de 5. Et de vous dire quelque chose qui soit consistant. Donc, si vous avez l'impression que je survole, je suppose que dans les échanges que nous allons avoir, on pourra atterrir à tel ou tel autre endroit. Mais si en peu de mots, je dois introduire l'exposé de l'inspecteur général des finances, chef de service, et évidemment les échanges que nous allons avoir dans la perspective que le modérateur a bien circonscrit, c'est de dire qu'est-ce qu'est l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances est un service de contrôle. Donc déjà, nous ne gérons pas les finances publiques, nous contrôlons les finances publiques. Et en disant cela, je précise bien le champ de compétence de ce contrôle, c'est effectivement les finances publiques. Et l'inspection générale des finances n'est pas le seul service qui contrôle les finances publiques, mais elle est plutôt dans la sphère administrative plutôt le service supérieur de contrôle et des finances publiques. C'est-à-dire qu'en dehors de cette sphère administrative, il y a la sphère politique, où nous avons le contrôle parlementaire, et il y a le côté juridictionnel, où nous avons le contrôle de la Cour de compte. Dans ce qui est le contrôle administratif, qui est effectué par les administrations, l'inspection générale des finances exerce un contrôle supérieur, exerce un contrôle général, c'est-à-dire que ce contrôle porte sur toutes les matières des finances publiques sans aucune exception. Ce contrôle vise à, d'après ce que nous dit la loi, à veiller à ce que les différentes législations, les différentes réglementations qui s'appliquent aux finances publiques soient correctement appliquées. Et dans le cadre de la gestion axée sur le résultat, ce contrôle doit veiller à l'uniformisation des méthodes de travail. Ça, c'est un élément qui a été introduit dans la nouvelle législation sur les finances publiques. Donc, je ne vais pas vous dire, peut-être que vous allez revenir là-dessus, comment l'inspection s'acquitte-t-elle de ses compétences et de sa mission. Vous avez eu les uns les autres à différents titres à travailler, à collaborer, parfois même à vous affronter avec l'inspection générale de finances. Sur ces points-là, je propose que nous puissions revenir par la suite dans les débats. Mais pour introduire plus concrètement l'exposé de l'inspecteur général chef de service, c'est peut-être plus intéressant, ayant défini les compétences et la mission de l'IGF, de dresser un état des lieux de ce que l'IGF a trouvé lorsqu'elle déploie ce contrôle tel que je viens de le résumer. Et donc, pour être encore toujours succinct, en termes d'état des lieux, nous pouvons diviser notre présentation en 3 axes. Parce que les finances publiques, ça emporte les recettes de l'État, les finances publiques emportent les dépenses de l'État, et les finances publiques emportent également les biens de l'État. Et l'État, nous le prenons dans le sens le plus large, c'est-à-dire le pouvoir central et aussi les provinces. En ce qui concerne les recettes, la principale constatation que nous tous nous savons, c'est que notre pression fiscale est faible, c'est-à-dire l'ensemble de recettes que nous récoltons, lorsqu'on les ramène à la richesse qui est produite dans le pays dans une année donnée, qu'on appelle le PIB, nous avons un pourcentage qui tourne entre 7 à 9%. Il y a des moments où on est allé un peu plus loin et 11 ou 12, mais en gros, c'est entre 7 et 9%. C'est un pourcentage qui est très faible. Dans la région Afrique centrale, ce pourcentage tourne entre 20 et 25%. En Afrique, d'une façon générale, donc vous allez au-delà le Maghreb, on approche les 30%, et dans le milieu de l'OCDE, ce pourcentage tourne autour de 33% et dans certains cas jusqu'à 35%. Donc lorsque nous nous situons à moins de 10%, nous sommes au tiers de ce que font les autres pays. Et donc c'est une contre-performance. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance? Encore une fois, je vais aller très vite.
Vous pouvez revenir là-dessus sur les questions. L'inspection générale a fait le constat que les différentes administrations ne maîtrisent pas leur domaine d'activité. Cela va dans des déclarations fiscales qui ne reflètent pas la réalité de business que ces entreprises réalisent. Cela va dans les contrôles fiscaux qui sont plus ou moins complaisants, qui ne récupèrent pas l'intégralité des revenus qui sont éludés. Cela va dans la gestion même de résultats de ce contrôle fiscal, quoique complaisant, parce que beaucoup de résultats de ces contrôles fiscaux finissent entre guillemets, dans les tiroirs, ne donnent pas lieu à des recouvrements. Et même plus, c'est totalement dégrévé. On a relevé, par exemple, dans une année fiscale, le total de dégrèvements, donc des décisions qui annulent les redressements, correspond au total de redressement. Donc l'effort des services est totalement nul. L'impôt est devenu un peu comme l'aumône que les opérateurs économiques donnent à l'État quand ils veulent bien payer. Et vous allez plus loin quand vous prenez les recettes douanières. Vous avez, en plus du problème de la valeur, qui n'est généralement pas celle qui est réelle, vous avez des exonérations de tout genre qui font que lorsque vous prenez en termes d'importation, ce qu'on appelle la valeur CIF globale, donc la valeur à la frontière de tout ce que nous importons, on estime qu'entre 55 à 60% de cette valeur n'est pas taxée. Soit qu'il y a des exonérations légales, soit qu'il y a des abus d'exonération légale, et même au-delà des exonérations qui n'ont rien de légal. Mais je ne veux pas m'appesantir là-dessus, et je ne vais pas non plus parler des recettes non fiscales qui posent plus ou moins les mêmes problèmes. Je voudrais rapidement prendre les dépenses publiques. Dans les dépenses publiques, vous avez une grande catégorie qui est la paye, qui représente entre 35, 40, parfois même 50% des dépenses publiques. Et cette paye-là, dans notre pays, se déroule dans un circuit qui est raccourci, qui ne subit pas tous les contrôles que les dépenses publiques subissent d'une façon générale. Et puisque ce circuit est raccourci, les hommes politiques ont tendance à mettre dedans tout ce qu'ils ne veulent pas voir contrôlé. Et donc la paye dans notre pays, eh bien, ça ne concerne pas que la paye. Ça concerne aussi pour une grande partie des dépenses et fonctionnements, mais que l'on fait passer dans la paye. Parce qu'on ne veut pas que ça suive le contrôle, parce que la paye est automatiquement engagée chaque mois. Et lorsqu'on arrive à faire passer dans la paye des dépenses qui ne sont pas de la paye, bon, on arrive à avoir du fonctionnement qui vient automatiquement, qui n'est plus soumis à aucun contrôle. On pourra peut-être aller plus loin dans le problème de doublons, dans le problème de la bancarisation, mais il y a un état des lieux qui fait plutôt que la paye est un domaine où nous perdons énormément en termes d'utilité de la dépense publique. Et lorsque vous allez dans les dépenses et fonctionnements, qui doivent normalement suivre la chaîne de la dépense, vous allez relever également qu'il y a entre 30 à 40% de ces dépenses qui ne suivent pas cette procédure. Donc on a ce qu'on appelle les dépenses exceptionnelles, qui n'est pas une procédure qui est organisée, parce que les vraies dépenses exceptionnelles sont organisées sous d'autres procédures. Mais il y a des lettres à l'époque du maréchal, c'était même le gouverneur lui-même qui dépensait cet argent. On est au moins arrivé à faire en sorte que le ministre des Finances soit l'acteur principal, mais cela n'est pas d'autant plus régulier. Et tout ce qui se fait là, c'est fait en dehors de tout contrôle. C'est le ministre des Finances qui décide de demander à la Banque centrale de décaisser, et il n'y a aucun contrôle qui se fait en termes de ces dépenses-là. On peut peut-être revenir encore sur ce qui se fait dans la chaîne de la dépense, mais qui n'est pas non plus totalement régulier, dans la mesure où la plupart se passe en procédure de mise à disposition des fonds, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent pour que vous justifiez par la suite, alors que la règle en matière des finances publiques, c'est le service fait. Donc, en termes de dépenses publiques, vous avez également les marchés, malgré l'ambitieuse réforme qu'on a faite en 2010, où on a mis un peu les procédures qui sont les procédures de la Banque mondiale, de l'Union européenne. Mais chez nous, cette réforme n'a pas réellement abouti aux résultats qu'on escomptait, parce que la majorité de ces marchés ne sont pas gérés par la Direction générale de contrôle des marchés publics. Beaucoup se passent au niveau des administrations, des provinces, et ce sont des gré à gré. Et les quelques marchés qui passent
par la Direction générale des marchés publics. On y trouve encore beaucoup de gré à gré pour lesquels on a des décisions de non-objection qu'on ne devrait pas avoir. On a les quelques marchés qui sont dans ce domaine, qui sont quand même un peu plus des marchés plus ou moins déguisés. Ce constat-là, vous l'avez également dans les provinces, vous l'avez dans les entreprises publiques, où vous avez, si je peux prendre deux catégories, je ne sais pas si je suis encore dans le temps, mais disons qu'en gros, vous avez dans la gestion de ces entreprises qui n'ont plus de public que le nom, une grande privatisation des dépenses à travers des avantages de tout genre. Des avantages qui sont donnés au personnel de façon générale, mais plutôt à une catégorie de personnel en termes de collations, de primes. Même quand la grande majorité du personnel est impayé, vous avez encore une petite portion qui sont inondés de collations de tout genre. Et lorsque vous allez dans la catégorie des mandataires publics, alors là, plus rien n'est interdit. La loi fixe clairement ce que les mandataires publics doivent avoir. Et même lorsque certains ont voulu nous opposer des législations internationales comme OHADA, on leur a montré qu'il n'y avait aucune contradiction entre notre régime de traitement des mandataires publics et OHADA. Mais les gens, quand ils arrivent, entre guillemets, au pouvoir, se donnent largement des avantages à travers les collations, des primes, des marchés de gré à gré et toute forme de dépenses qui arrivent en fait que ce sont en réalité des détournements et des ponctions qui sont opérés. Vous avez eu, si vous avez lu le cas de le rapport sur la GECAMIN, vous avez vu tous ces marchés de gré à gré, toute cette spoliation qui ne devrait pas l'être si on avait effectivement respecté les lois et règlements en matière de finances publiques, ce qui est le rôle de l'inspection. Ce que l'inspection a voulu faire en mettant en exergue ces défaillances-là qui peuvent un peu résumer cet état des lieux et pour lesquels, avec la nouvelle direction, on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de travailler autrement plutôt que de dénoncer les mêmes choses que vous retrouvez pratiquement dans tous les rapports annuels de l'inspection. Qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement faire en sorte que ce tableau-là, noir, on ne le déplore pas chaque année. Je crois qu'en quelques mots, c'est ce que je pouvais dire. On pourra peut-être revenir sur l'une ou l'autre chose dans les débats ou les échanges s'il y a lieu. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, pour votre intervention. Je vais demander qu'on puisse acclamer pour lui. Compte tenu du fait qu'il nous a quand même permis de comprendre même un peu de mots le travail que l'IGF fait et l'IGF même c'est quoi. Alors nous n'allons pas commencer le débat directement avec lui. On va accorder la parole à l'inspecteur général chef de service. Je dois bien maîtriser ces mots. Pour aussi une intervention de 10 minutes axée principalement sur la raison pour laquelle l'IGF nous a appelés ici. Monsieur l'inspecteur général, chef des services, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Président. Je vais très bien respecter les 10 minutes. Honorables députés, distingués invités, acteurs actifs de la lutte contre la corruption dans notre pays, c'est un grand honneur pour l'Inspection générale des finances de vous recevoir ce jour pour échanger autour d'une question qui nous préoccupe tous. Vous tout d'abord, parce que vous travaillez au quotidien, et l'Inspection générale des finances. Aujourd'hui, nous avions tenu à nous acquitter d'un devoir et même d'une obligation. Obligation parce que l'Inspection générale des finances, qui depuis 2 ans s'est fortement impliquée dans la lutte contre les détournements des deniers publics et la corruption, l'Inspection générale des finances, dont je voulais dire, est concernée
par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Et cette convention nous impose, nous oblige de travailler étroitement avec la société civile impliquée dans cette question. C'est un volet que nous n'avons pas longtemps, pendant les 2 ans, exploité, que nous avions voulu, par cette journée d'échange, suffisamment exploiter. Voilà pourquoi nous vous avions invité pour tout d'abord respecter cette obligation qui nous incombe de travailler avec vous, et deuxièmement pour solliciter un cadre de collaboration, comme ça a été dit, avec la société civile impliquée dans la lutte contre la corruption, solliciter un cadre de concertation où nous allons mutualiser nos efforts, créer une synergie d'action pour essayer de placer petit à petit notre pays parmi ceux qui luttent efficacement contre ces fléaux qui engendrent un sous-développement collectif. Voilà brièvement dans quel cadre nous sommes en train de circoncire la rencontre d'aujourd'hui. Ce n'est pas comme on a fait avec les autres corporations où l'inspection générale des finances était venue présenter son travail. Nous sommes venus au fait pour solliciter cette mutualisation des efforts parce que nous estimons qu'à un moment donné, dans ce que nous faisons comme travail, nous pouvons être limités et que la société civile qui peut être avec nous dans un cadre de collaboration peut également prendre les relais et venir en appui pour que nous puissions repousser les antivaleurs dans notre société. Et vice-versa, lorsque la société civile est en train de travailler et qu'il y a nécessité de nous appeler pour que nous puissions accompagner ces actions de répression de la corruption et le détournement des deniers publics, que nous puissions être là. Donc, bref, nous sommes venus solliciter un cadre de collaboration avec la société civile impliquée dans la lutte contre la corruption pour que nous puissions mettre en synergie nos actions et donner les meilleurs à notre pays. Et vous savez, plus votre implication sans complaisance dans la surveillance de la gestion publique de l'État est là, plus notre pays va avancer. Voilà pourquoi nous ne voulons pas aujourd'hui beaucoup plus parler de l'inspection générale des finances. Nous voulons parler de la création de ces cadres de collaboration que nous sollicitons. Nous en profitons d'entrée de jeu pour lever toute incompréhension qu'il y a eu entre l'inspection générale des finances et certaines organisations de la société civile, incompréhension que nous regrettons parce que dès lors que nous avons les mêmes objectifs, je pense qu'on devrait plus se mettre ensemble pour arriver à un résultat que de créer des incompréhensions ou des situations qui ne font pas avancer la lutte contre l'impunité dans notre pays. Je voudrais compléter en 5 minutes le tableau qui a été donné, et je sais que vous avez toutes les données de la corruption dans notre pays. Vous savez le travail que l'inspection générale des finances est en train de faire, parce que ce n'est pas aux acteurs de la lutte contre la corruption qu'on doit aujourd'hui présenter l'inspection générale des finances. Vous avez à 90% l'image du travail que nous faisons, les missions que nous exerçons, et vous connaissez bien les phénomènes parce que vous êtes impliqués dans cette lutte. Donc, vous connaissez bien les phénomènes. Mais nous voulons vous donner également quelques données que l'inspection générale des finances dispose pour que nous puissions ensemble avoir une même vue. On a parlé ici de l'état des lieux de la corruption dans notre pays. Nous voudrions vous dire, en ce qui concerne l'inspection générale des finances, il y a 2 ans, quand nous avions commencé ce travail, nous avions fait des études sur la traçabilité de la dépense publique. C'est-à-dire pour savoir, lorsqu'on sort 100 francs de l'État, quelle est la partie qui arrive réellement à être retracée ou à destination. Il y a 2 ans, nous étions à un maximum de 20% de traçabilité. C'est-à-dire, lorsqu'on sort $1 million, même pour le fonctionnement,
ou même pour l'investissement, la possibilité de retracer ces 1 million de dollars sur terrain à destination était de 20%. Nous n'avions pas pu retracer au-delà de 20%. C'est une situation très catastrophique quand vous savez qu'ailleurs, les gens sont à un niveau minimum de 50, de 60%. Et nous étions au niveau de 20% de la traçabilité de la dépense publique. Sur 10 marchés publics examinés, 9 au minimum, si pas la totalité, 9 étaient émaillés de faits de corruption. Donc l'attribution des marchés publics était caractérisée par des corruptions cachées et parfois à ciel ouvert. En ce qui concerne la fraude et le coulage des recettes, les études menées par l'Inspection générale des finances il y a 2 ans, nous étions à un niveau maximum de mobilisation des recettes de 25%. Donc, les recettes que nous étions en train de mobiliser ne représentaient en réalité que 25%. Donc, on a eu là un budget qui était incapable de générer des équilibres financiers qui puissent nous amener vers une prospérité. En ce qui concerne les salaires, nous avions trouvé au niveau du Trésor public près de 60% du budget était consacré pour le paiement des salaires. Par conséquent, il n'y a que 40% qui étaient laissés à l'investissement et au fonctionnement. Si vous prenez un budget de 4 milliards, on avait au moins 3 milliards qui étaient destinés aux rémunérations, 1 milliard fonctionnement et investissement. Et sur les 1 milliard, si vous mettez les taux de traçabilité de 20%, donc il n'y avait qu'au maximum 200 millions qu'on pouvait retracer sur l'ensemble du territoire national. Dans cet état de choses, il était impossible que nous ayons des routes, que nous puissions avoir des écoles, que nous puissions avoir des infrastructures. Impossible avec 200 millions. Il y a des routes ici, dans la capitale, qui sont financées chaque année. Alors que vous savez, une route, quand on l'a fait, il faut attendre au moins 10 ans pour y revenir. Des routes comme Gambela, quand vous regardez dans les données du Trésor public, sont des routes qui sont financées presque chaque année ou toutes les 2 années. Il y a des fonds qui sortent pour financer ces routes. Ça signifie que le premier qui a eu, il n'a rien fait. Il a amené les engins, il a fait 10 mètres, il a jeté les caillasses, il est parti. Et 2 ans après, on reprend à zéro. Ce qui fait que nous avions tous vécu une détérioration de la situation sociale de nos populations que nous sommes censés aujourd'hui défendre. Et le pays a perdu sur le plan de la crédibilité au niveau international. Et vous savez, nous sommes toujours classés dans des statistiques internationales comme figurant parmi les pays les plus corrompus au monde. Les dernières statistiques, il y a 2 ans, nous étions pratiquement parmi les 10 meilleurs pays les plus corrompus au monde, les mieux corrompus au monde. Et cet état de choses devrait à tout moment nous interpeller. La détérioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays, à mon point de vue, est une conséquence de l'arrogance des gestionnaires publics. On ne peut pas avoir une situation des droits de l'homme qui s'améliore dans un environnement où il y a des milliers où la plupart des gestionnaires publics sont corrompus. Et vous savez, les gestionnaires publics, du fait de manipuler les moyens de l'État, et du fait de la corruption, ça leur donne une certaine arrogance qui conduit inévitablement à des violations massives des droits de l'homme. Donc on ne pouvait pas être dans un pays où nous pouvons faire des avancées en ce qui concerne les droits de l'homme. Et pourquoi ne pas parler de l'inefficacité de la justice dans un environnement de corruption aussi poussé? Donc on ne pouvait pas avoir une justice à la hauteur. Et quand on n'a pas une justice à la hauteur, on n'est pas loin de la jungle, c'est la loi des plus forts qui s'applique. Donc, sans oublier la baisse des niveaux de l'éducation, la baisse des niveaux de la qualité de vie, tout ça sont des phénomènes que vous évoquez dans beaucoup de conférences, des phénomènes qui sont, au fait, des conséquences de la corruption. Donc, nous avions voulu rappeler ça à vous qui êtes les acteurs, pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui pourquoi l'Inspection générale des finances a pris la résolution ferme sur instruction du président de la République, chef de l'État,
de s'engager dans cette lutte sans merci contre les antivaleurs, afin de donner petit à petit la chance à notre pays de relever la tête. Et pour y arriver, il y a des missions qui ont été confiées à l'Inspection générale des finances. Je vais y aller rapidement. Parmi la première mission, et je voudrais vraiment vous expliquer, nous avions décidé de quitter les contrôles a posteriori vers les contrôles concomitants. Pourquoi? Parce que vous savez, les contrôles a posteriori, c'est les contrôles où on a laissé un gestionnaire toute une année en train de gérer, il présente les comptes et vous venez pour examiner les comptes. Devant l'inefficacité de la justice et l'arrogance des gestionnaires, on était devant un fait accompli où il y a déjà la corruption, il y a les faits de détournement et nous ne pouvions pas avancer dans un tel environnement. Voilà pourquoi nous avions trouvé qu'il était utile que nous puissions abandonner progressivement les contrôles a posteriori pour entrer dans les contrôles concomitants pour éviter ou pour empêcher aux acteurs, aux gestionnaires publics de poser des actes de corruption ou de détournement. Et ça fait beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de critiques, mais nous avions trouvé qu'il était important. Avec ces contrôles concomitants que nous avions débaptisés en termes techniques de la patrouille financière, nous avions mis en place des mécanismes au niveau du compte général du Trésor, dans les entreprises de l'État et dans les provinces, un mécanisme de surveillance au quotidien. Donc, on surveillait toutes les sorties des fonds. Dès que nous sentons qu'il y a une sortie des fonds et qu'il y a pour nous des substitutions, nous mettons en marche un mouvement de contrôle pour que ces fonds qui sortent du Trésor public soient encadrés. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes avec beaucoup de membres du gouvernement parce que, vous savez, la classe politique congolaise, quand les gens arrivent à la gestion publique, quelle est l'idée derrière? Donc ça nous a vraiment créé beaucoup de problèmes. Mais nous nous sommes imposés avec la détermination du chef de l'État pour que nous puissions imposer cette surveillance au quotidien au lieu d'être dans les contrôles a posteriori. Nous l'avions mis au niveau du pouvoir central, au niveau de province et au niveau des entreprises du portefeuille de l'État. Dans le même ordre d'idées, nous nous sommes engagés dans la lutte contre les exonérations. Je voudrais ici, en passant, vous dire les exonérations, selon les statistiques de l'Inspection générale des finances, faisaient perdre à l'État congolais près de 1,5 milliard de dollars par an. On a trouvé des exonérations qui étaient remises à des individus qui n'étaient pas des commerçants, qui à leur tour devaient les revendre aux commerçants. On a donné des exonérations à des commerçants qui n'avaient pas la capacité d'absorber les niveaux d'importation mis dans les actes d'exonération. Par conséquent, ces opérateurs économiques devaient les revendre aux autres. Donc, le pays a souffert de ces pratiques. Et enfin, nous avions arrêté la stratégie d'encadrer toutes les régies financières dans la mobilisation des recettes. Nous avons commencé à déployer 50% de nos effectifs dans les régies pour surveiller et nous avions privilégié aujourd'hui dans le travail des régies, en ce qui concerne les contrôles des impôts, beaucoup plus la mise en accusation des agents de l'administration publique lorsque nous constatons que le travail de contrôle ou de collecte des impôts fait par ces administrations ne reflète pas la réalité. Et ça nous a aussi fait un peu beaucoup de problèmes avec ces administrations. Les 10 minutes sont pratiquement déjà épuisées. Je voudrais dire rapidement aussi que nous avions profité de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption pour activer aujourd'hui un volet important dans notre travail, c'est la publication des rapports de contrôle où il y a des faits de corruption ou de détournement. Il y a eu beaucoup de critiques autour de ça, mais beaucoup d'acteurs, beaucoup de gestionnaires oublient que quand vous lisez cette convention a des particularités pour nous. Un, travailler étroitement avec la société civile impliquée dans le phénomène. Deux, publier les rapports. Parce que les autres ont compris que l'opinion publique joue un rôle très important dans la répression des antivaleurs. Donc, on nous a recommandé de publier. Nous avions mis donc en application ces deux recommandations. Donc, publier les rapports et travailler pour l'appropriation de la lutte contre la corruption
avec des couches importantes de notre société. Voilà pourquoi nous sommes là avec vous, la société civile, et nous le faisons également avec les étudiants, nous le faisons avec les artistes, tous ceux-là qui peuvent influer sur cette élite. En termes rapidement des résultats, je peux vous dire aujourd'hui que les résultats ne sont pas encore à la hauteur. En dépit de tout ce que vous pouvez vous imaginer, nous sommes encore loin. Voilà pourquoi vous devez activement vous impliquer. Sinon, nous risquons de continuer à tourner en rond. En termes de l'amélioration de la qualité de la dépense ou de la traçabilité, nous estimons aujourd'hui qu'on n'est qu'autour de 40%. Donc, on n'a même pas encore atteint 50%. Voilà pourquoi nous devons créer cette synergie pour amplifier ce travail de la lutte contre la corruption afin d'atteindre des niveaux acceptables. En ce qui concerne l'amélioration de la bonne gouvernance, un niveau qui était extrêmement très bas, presque nul dans notre pays, nous pouvons aujourd'hui dire que nous ne sommes pas encore à 50%. Nous sommes autour de 40% des niveaux de la bonne gouvernance dont nous devons encore travailler tous ensemble. En ce qui concerne les niveaux de la mobilisation des recettes, nous avions trouvé autour de 4 milliards et aujourd'hui, pour 2022, nous avons des estimations sûres que nous allons atteindre un minimum de 10 milliards. Mais cela ne représente rien. Un pays comme le Congo, si nous nous impliquons tous ensemble, nous devons être capables de donner à notre pays un budget minimum autour de 20 milliards. Et j'ai dit au professeur Luzolo, quand il disait que le Congo perdait 15 milliards par an, au début, j'étais en train de douter, mais aujourd'hui, je pense même qu'il a été modeste. Il a été modeste et nous sommes capables, si nous nous impliquons fortement dans la lutte contre la corruption et les détournements, nous pouvons donner à notre pays un budget minimum de 20 milliards. Et vous savez, quand on a un budget de 20 milliards, ça peut permettre d'améliorer la modicité des salaires de tous ceux-là qui sont pris en charge par le budget de l'État. On est aujourd'hui à 3 milliards. Pourquoi demain n'est pas passé à 6 ou 9 milliards? Ce serait une amélioration de la qualité de vie des Congolais. Pourquoi ne pas améliorer les budgets alloués à l'armée pour des raisons sécuritaires? Pourquoi ne pas améliorer les budgets alloués à l'éducation? Et tout cela, il faut un budget important. Avec 4 milliards, comment on peut faire pour un grand pays comme notre? Donc, nous devons nous battre tous ensemble pour que nous puissions arriver à doter notre pays d'un budget, à mon point de vue, autour de 20 milliards. Et si nous atteignons une traçabilité autour de 60%, je pense que 14 milliards ou 15 milliards mobilisés pourraient être retracés dans les infrastructures, dans les écoles, dans les hôpitaux, bref, dans un développement communautaire. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes autour de 10 milliards et on peut, si on fait beaucoup d'efforts, être autour de 12 milliards. Mais les objectifs d'un grand pays comme le Congo, nous devons travailler tous ensemble pour qu'on arrive autour de 20 milliards. Je voudrais également dire, au niveau de la croissance économique, depuis 2 ans, notre pays a atteint un niveau de croissance économique assez acceptable. Nous sommes aujourd'hui à 5%. Mais il s'agit de quelle croissance économique? Une croissance économique sans distribution sociale de cette croissance économique n'est rien. Donc, on peut bien parler de la croissance, mais nous devons travailler pour que cette croissance soit équitablement distribuée, pour que ça puisse profiter réellement à la population. Donc voilà, au niveau des entreprises, du portefeuille de l'État où nous avions travaillé des provinces, nous avons également réalisé quelques progrès. Au niveau des entreprises, c'est plus significatif par rapport au gouvernement parce qu'au niveau gouvernement, il y a beaucoup plus d'arrogance. Mais au niveau des entreprises, du portefeuille de l'État, les résultats, il est beaucoup plus spectaculaire. Dans la plupart des établissements où nous avions travaillé en 2 ans, nous avions réussi tout d'abord à apirer tous les arriérés de salaire, éliminer par là pratiquement les risques de tension sociale. Aujourd'hui, dans les entreprises de l'État, il n'y a que la GECAMINE et l'ONATRA qui continuent à avoir des problèmes d'arriérés de salaire, mais partout ailleurs, cette question a été réglée. On a amélioré également la qualité ou la trésorerie de ces entreprises. Il y a des entreprises, pour la première fois, depuis plus de 15 ans, ils n'ont jamais fait de bénéfices.
pour la première fois, 2021, ces entreprises ont réalisé des bénéfices et capables de contribuer également au budget de l'État. Et nous avions dans ce travail que nous faisons au niveau des entreprises privilégié tout d'abord les paiements des salaires pour des questions sociales. Deuxièmement, nous avions imposé à ces entreprises de payer les impôts de l'État. On a trouvé des entreprises où les impôts n'étaient même pas payés, même au niveau des provinces. Les provinces emploient les personnels politiques et administratifs, mais ces personnels ne payaient pas les impôts. C'est tous ces systèmes que nous avions mis en place au niveau des entreprises. Imposer le paiement des impôts comme deuxième priorité, même au niveau des provinces, nous avions imposé cela. Voilà un peu brièvement quelques résultats. Je ne voudrais pas abuser de votre patience parce que nous devons terminer le plus rapidement possible. Donc, en bref, nous sommes venus aujourd'hui pour brièvement vous présenter un tableau du travail de l'Inspection générale des finances, mais solliciter au fait la création d'un cadre de concertation avec la société civile pour que nous puissions mutualiser nos efforts de manière à ce que nous puissions arriver à un résultat dans les prochaines années dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, c'est au fait notre main tendue. Nous reconnaissons nos limites dans ce travail et nous pensons que la société civile est extrêmement importante dans ce qui est en train d'être fait et nous avions voulu vraiment que vous puissiez être avec nous dans un cadre. Lorsque nous sommes limités, que vous puissiez venir en rescousse, ou lorsque vous avez besoin de nous, que nous puissions aussi vous accompagner, ou alors que nous puissions nous mettre ensemble pour réfléchir constamment sur cette question et arrêter des stratégies de manière à ce que nous puissions donner les bénéfices à notre pays. Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre intervention, Monsieur l'inspecteur général, chef de service. Votre intervention nous permet de passer au jeu des questions-réponses. Mais je voudrais préciser que nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous n'allons pas prendre tout le monde. On va prendre quelques personnes qui vont pouvoir poser des questions. Mais comme l'inspecteur général, chef de service l'a dit, nous venons seulement de commencer des échanges avec la société civile. Et nous espérons que ça va être fréquent. Je ne vais pas monopoliser moi-même la parole. Pour la première série, on va prendre 5 questions, 3 hommes et 2 femmes. Donc, je vais commencer avec les femmes. Si j'en prends déjà 2, c'est que vous devez attendre l'autre série. Je vois madame là-bas. Vous avez le micro devant vous. Madame, en rouge. Je pense que ça fonctionne. Essayez. Allô? Voilà. Ne soyez posé la question. Ne faisons pas de longs commentaires qui vont priver aux autres d'intervenir. Si vous faites de longs commentaires, je vais tout simplement récupérer la parole. Voilà, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Présentez-vous et... Merci beaucoup. Je suis Madame Chantal Kidiata. Je suis la coordonnatrice nationale de la synergie des femmes dynamiques pour le développement intégré. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir, est-ce que l'IGF est indépendante ou bien elle est dictée quelque part? Très bien. Une autre femme? Oui, madame derrière, oui. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est madame Patricia Maïcha. Je voulais savoir si, par rapport à cette mutualisation des efforts à la société civile IGF, est-ce que la société civile pourrait avoir le droit de dénoncer quelques cas de corruption? Diana. Très bien. Monsieur ici, pasteur là-bas, Henri là-bas. Voilà. Martin, le pasteur Jamba. On va revenir. Merci Sachez beaucoup. qu'on ne va pas prendre tout le monde. Merci beaucoup. Je m'appelle Martin Jolisenda. Je suis coordonnateur du mouvement Forum Citoyen. J'ai une question à 3 volets. Le premier volet, c'est d'abord à l'inspecteur chef des services pour savoir votre point de vue par rapport à certains services
que nous qualifions de services inutiles. Par exemple, aujourd'hui, les services comme les CNSA, qui depuis la fin du dialogue continuent à bénéficier... Passer au deuxième volet, ça on a compris. Oui, le deuxième volet, c'est par rapport au dépassement budgétaire. L'autre fois, vous avez donné certaines raisons sur cette manière de faire. Est-ce que le dépassement budgétaire est un bon mécanisme de bonne gouvernance ou contribue à la bonne gouvernance? Le troisième volet, c'est par rapport à l'inspecteur coordonnateur sur le redressement fiscal. Vous savez que notre système fiscal est déclaratif. Quel est le mécanisme mis en place par l'UGF pour contrôler le contrôle des déclarations fiscales? Très bien. Pasteur. Merci beaucoup. Bishop Abraham Djamba. Je suis le directeur exécutif du réseau Gouvernance économique et démocratie et team leader national de la société civile Gouvernance économique. Mon organisation est impliquée dans la réforme des finances publiques depuis 2008 et nous travaillons d'ailleurs avec l'inspection générale des finances dans les questions qui concernent les contrôles. Et nous nous réjouissons de cette rencontre aujourd'hui parce que ce cadre de concertation, c'est quelque chose que nous réclamons déjà depuis 2008. Nous avons eu beaucoup de réunions ici avec l'inspection générale des finances dans vos locaux parce que nous sommes dans une même commission dans les cadres du suivi des réformes. Alors, ce cadre de concertation, c'est justement un mécanisme de participation qui permettra aux citoyens de pouvoir établir des passerelles avec l'inspection générale des finances, et ce que nous saluons vraiment. Nous souhaiterions vraiment que ça soit un cadre qui réponde à tous les critères universels d'un cadre de concertation pour que cela soit efficace. Parce qu'il y a des critères sur lesquels nous allons certainement revenir. Et je voudrais centrer donc mon intervention sur le point, sur l'implication de la société civile dans le travail de l'IGF, parce que c'est quelque chose que nous réclamons depuis un temps. Nous nous réjouissons de ce que vous avez dit par rapport au malentendu qu'il y a eu, qui a existé avec certaines organisations de la société civile. Et je voudrais citer ici particulièrement l'ODEP. Sans rien cacher, je peux vous dire que j'ai parlé avec le professeur Mouteba qui a décliné l'invitation parce que tout simplement il y avait l'existence de ces malentendus. Et donc aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'il n'y aura plus ces malentendus et que les amis de l'OTEP pourraient désormais travailler sans stress dans la contribution qu'ils tiennent à apporter à l'IGF. Et je crois que l'ODEP a beaucoup défendu l'IGF dans des moments critiques. Et si c'est fait aujourd'hui, nous allons nous acter cela et transmettre cette bonne nouvelle. Merci, Bishop. Alors, je termine juste pour dire, nous, lorsque l'inspecteur général des finances dit que le Congo est à 40% de bonne gouvernance en matière de finances publiques, c'est un travail justement que nous faisons et pour lequel nous avons obtenu ces résultats-là. Mais ces résultats, pour qu'ils puissent être consolidés et utilisés aussi par l'inspection générale des finances, nous souhaiterions que dans le contrôle que l'inspection générale des finances initie, que les éléments qui concernent la transparence, c'est-à-dire la publication de l'information budgétaire, puissent figurer aussi dans les éléments de contrôle. Parce que ces questions, Bishop, ne vont pas être discutées dans les modalités des missions? Ok, je m'arrête là. Merci. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc, je voudrais féliciter l'inspection générale des finances. Ceux qui vont prendre la parole après doivent être brefs, pour éviter de me mettre dans la situation où on risque de me juger que je favorise les uns et pas les autres. Aidez-moi à faire cet exercice-là. Merci, Président.
Moi, c'est Henri Christel Ongenja. Je suis le secrétaire exécutif du collectif 24. C'est une plateforme de la société civile qui milite pour les droits d'accès à l'information. Vous comprendrez qu'on ne peut pas améliorer la gouvernance, on ne peut pas lutter pour la transparence sans qu'il y ait un cadre légal d'accès à l'information. Alors, j'ai deux petites préoccupations rapidement pour ne pas abuser le modérateur. Vous avez évoqué la Convention des Nations Unies, la lutte contre la corruption. C'est une bonne chose, c'est un document sur lequel nous travaillons. Il y a aussi la Convention africaine. C'est bien l'article 13 qui lit cette collaboration avec la société civile, mais il y a l'article 10 qui parle justement de cette question d'accès à l'information. Comment la société civile peut collaborer sans qu'il y ait un cadre légal? Pourquoi l'IGF ne s'implique pas pour qu'on ait de telles lois qui facilitent la société civile, justement comme il dit au niveau de cette convention, qu'on ait cette loi, malheureusement qui traîne parce qu'on a des députés avec nous, ils ont clôturé aujourd'hui. La loi a été inscrite, mais ils n'ont même pas traité cela. Alors la deuxième préoccupation, c'est, je voudrais savoir, l'IGF a une compétence générale en matière de contrôle administratif en ce qui concerne les finances publiques. J'aimerais savoir, parce que dans chaque section, ou soit des sous-secteurs, il y a des inspections. Mais apparemment, comment, vous expliquez vous-même la question. Posez oui, la question. Comment l'IGF fait pour collaborer à chaque instant avec les inspections de chaque sous-secteur? Très bien, merci. Merci pour toutes les questions. On avait dit qu'on prendrait d'abord 5 personnes. On les a tous eus. On va donner la parole à nos intervenants pour répondre aux questions. Merci beaucoup. On va y aller rapidement parce qu'ici, il y a des préoccupations qui restent. Juste après, ici, nous allons nous retrouver au restaurant tous ensemble pendant 1h du temps. On peut alors échanger et répondre à des préoccupations qu'on n'aura pas épuisées ici. Je voulais commencer avec Madame Chantal Kidiata. L'inspection générale des finances est-elle indépendante? Je pense que oui, je peux vous dire que oui, mais jusqu'à quel niveau cette indépendance-là? Voilà pourquoi il faut être sincère. Voilà pourquoi, à un moment donné, je vous ai dit, lorsque l'inspection générale des finances se trouve être limitée, il faudra que la société civile puisse récupérer la question. Au départ, quand nous avions commencé ce travail ici, une certaine classe politique avait pensé que nous étions à leur service pour chasser les autres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc aujourd'hui, si l'inspection générale des finances a des problèmes, aujourd'hui, ce n'est pas avec la classe politique qui était contrôlée en 2020. C'est une autre classe politique aujourd'hui qui est contrôlée, qui nous donne des fils à retordre. Donc voilà, tout ça, ça démontre, pourrait ils pensaient que nous devons être à leur solde, servir à leurs intérêts. Maintenant que c'est leur tour aujourd'hui, nous sommes devenus pratiquement des mauvais. Moi, je pense que cette attitude ou cette guerre que nous avons aujourd'hui démontre à suffisance que nous n'étions pas et nous ne pouvons pas être à leur solde. Sinon, même nous perdons notre qualité de fonctionnaire. Nous sommes aussi des fonctionnaires dont nous devons être au-dessus de tout cela. Nous sommes indépendants, nous faisons le contrôle, quelle que soit la couleur politique des gestionnaires, mais cette indépendance, à un certain moment, devra être limitée. Nous ne sommes pas totalement indépendants. Nous avons une hiérarchie, nous répondons à une hiérarchie. La lutte contre la corruption et l'impunité partout ailleurs, ça a de la force. Lorsque également les sociétés civiles, l'opinion s'y mêle, c'est à ce moment-là qu'on peut briser l'arrogance des gestionnaires. Deuxièmement, il y a Mme Aïcha qui a parlé des droits de dénoncer. Oui, Madame, la dénonciation est prévue même dans les textes de l'inspection générale des finances. Toute personne qui a des informations, il peut venir, soit il peut écrire, soit il peut venir. Nous avons des mécanismes pour protéger la personne, pour qu'il ne puisse pas apparaître, et nous avons même des mécanismes de rétribution des personnes qui ont contribué à faire avancer la lutte contre l'impunité lorsque leurs informations aboutissent à des résultats palpables. Et nous exploitons, et d'ailleurs la plupart, je peux vous affirmer aujourd'hui que 60%
des résultats auxquels nous arrivons, ce sont des Congolais, des Congolaises et des Congolais qui dénoncent, qui n'acceptent plus de vivre dans cette médiocrité et qui filent les informations. Et nous saluons ce patriotisme de plusieurs Congolais qui en ont marre de vivre des tares, ces fléaux de corruption qui viennent à l'anonymat filer des informations. Et ces informations, nous les vérifions et ça a permis aujourd'hui à l'inspection générale des finances d'avoir des résultats spectaculaires. Il y a notre ami Martin du Forum citoyen qui a voulu savoir ce qui concerne les CNSA. Bon, ce sont des structures politiques que nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements. Je n'aimerais pas me prononcer là-dessus. Je préfère que nous puissions parler de ce qui nous met ensemble aujourd'hui, lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Vous avez voulu parler de la question des dépassements. Je pense que le dépassement budgétaire, c'est un acte de la mauvaise gouvernance. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des dépassements. Mais nous sommes intervenus au fait pour donner une définition claire de cette notion. Et c'est à ce point-là que nous avions eu des divergences. Si dans la loi, déjà le dépassement budgétaire, il est condamné, comment il peut être classé comme un acte de bonne gouvernance? C'est un acte de mauvaise gouvernance. Ça ne peut pas, au fait, permettre au pays d'atteindre les objectifs. Mais nous tenons, nous signalons à la société civile aujourd'hui que si nous avons des dépassements, c'est parce que prioritairement la procédure budgétaire dans notre pays n'est pas respectée. Donc nous avons une procédure budgétaire normale que le législateur a définie. Il faut passer par l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et les paiements. Mais il y a des procédures exceptionnelles aujourd'hui qui prenaient de plus en plus de l'importance. Il y a même des budgets par le passé qui ont été exécutés à 80% par la procédure exceptionnelle et à 20% par la procédure normale. Et comment on peut être dans la bonne gouvernance? Ce sont ces procédures exceptionnelles-là qui entraînent au fait le dépassement. Donc, dans la procédure exceptionnelle, il n'y a aucun mécanisme de contrôle. Les dépenses publiques partent directement du ministère des Finances vers la Banque centrale. Et ça, vous laissez au fait la dépense publique au gré d'une seule personne. Comment la seule personne qui n'a pas les instruments budgétaires, qui ne sait pas les crédits et tout, comment il peut faire lorsqu'il est en train de faire des paiements de cette manière-là? Inévitablement, on devait être devant les dépassements. En fait, pour nous, c'était la question d'expliquer pourquoi nous sommes dans les dépassements. Mais les dépassements en soi, il doit être condamné si on est vraiment en train de militer pour la bonne gouvernance. Les lois de la République les condamnent aussi. Je voudrais répondre au bishop Abraham Djamba. Nous aurons un cadre de concertation. Nous souhaitons que nous puissions définir un cadre de concertation, qu'on ne se soit pas retrouvé aujourd'hui pour échanger seulement. Pour nous, le plus important, c'est de définir un cadre avec un calendrier de réunions où on peut mutualiser nos actions, nos efforts pour repousser les antivaleurs dans la gestion publique. Alors, en ce qui concerne la question de l'ODEP, je l'ai dit avant et je lance un appel public à l'ODEP. Je pense que nous avons les mêmes objectifs. S'il y a eu des incompréhensions, aujourd'hui, l'inspection générale des finances est disposée à tourner cette page, à dire à l'ODEP que nous sommes ensemble et nous devons travailler ensemble. L'ODEP, c'est une organisation qui a beaucoup travaillé pour ce pays, par ses dénonciations, par ses rapports. Nous ne devons pas aujourd'hui, nous, à tout moment, être en conflit avec l'ODEP. Ce conflit-là, pour nous, c'est du passé. Nous tendons notre main à l'ODEP pour que nous puissions travailler ensemble afin de repousser les antivaleurs dans notre société. Donc, nous sommes disposés. Nous présentons d'une manière ou d'une autre nos excuses à l'ODEP si les propos de l'inspection générale des finances à un moment donné ont blessé les autorités de l'ODEP. Mais nous voulons vraiment travailler ensemble dans l'intérêt de la bonne gouvernance. Il y a monsieur Henri Christelle Longenza, de l'accès à l'information, qui a parlé de l'implication de l'IGF dans la loi. Nous n'avions pas été saisis. En fait, si on avait été saisis avant, on pouvait également faire ce que nous pouvons faire dans la mesure du possible pour que cette loi avance. Mais comme on aura un cadre de concertation, je pense que nous allons
mettre ces actions-là ensemble. Vraiment, je voudrais terminer en disant que si vous êtes là, c'est parce que nous avions estimé que nous devons travailler ensemble. L'inspection générale des finances est indépendante, dans le sens aujourd'hui, les chefs de l'État ne donnent pas des injonctions pour contrôler X, Y. Il n'empêche pas à l'inspection générale des finances de faire tel ou tel travail. Il nous a laissé une grande liberté à condition que nous restons dans les limites de la loi. Et il appuie l'inspection générale des finances. Je peux vous rassurer aujourd'hui, si vous entendez parler de l'inspection générale des finances, c'est grâce à sa volonté politique. C'est vraiment grâce à sa volonté personnelle que nous puissions faire ce travail. Donc il n'y a pas d'injonction dans le sens de gauche ou de droite dans le cadre du travail que nous faisons. Mais le plus grand problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que la corruption et le détournement des deniers publics, longtemps, nous avions pensé que c'était le fait simplement des fonctionnaires, des magistrats. Nous nous sommes trompés de cible. La cible, le curseur de nous tous devrait être placé plus haut. Parce que lorsque nous les plaçons plus haut et que nous avons les résultats, en bas, ça va venir de soi. Voilà pourquoi nous avions beaucoup plus commencé à travailler au niveau des mandataires publics, au niveau des gouverneurs et au niveau du gouvernement. C'est là que se situe le problème. Et c'est là que nous avons aujourd'hui beaucoup de difficultés, mais nous essayons de nous imposer et le président de la République nous appuie, nous accompagne dans ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement. Et nous voulons la société civile parce que vous avez l'opinion. Vous savez, personne ne peut résister face à l'opinion. Et si nous comprenons tous ensemble que le Congo c'est notre pays et que nous sommes déterminés à repousser ces antivaleurs, nous nous mettons ensemble, nous allons repousser ces prédateurs. Ils n'ont de force que lorsque l'opinion n'est pas assurée. Mais lorsque l'opinion est derrière vous, je pense même que la politique peut céder face à une opinion forte qui se développe et qui tient à ce qu'on puisse arriver au résultat. Merci, Président. Merci, Monsieur le coordonnateur. Vous avez quelques mots? Je pense qu'il y a eu une question qui vous était adressée. Oui, parce que comment l'IGF contrôle le contrôle fiscal? L'IGF contrôle l'activité de toutes les régies financières. Et le contrôle fiscal est une de ces activités-là. Contrôler le contrôle fiscal, c'est, conformément à la mission de l'IGF, c'est de veiller à ce que le contrôle se déroule comme c'est réglementé. Et cette réglementation, c'est d'abord la loi, et puis les mesures internes qui organisent effectivement ce contrôle. Il y a des guides de contrôle dans chacune de ces administrations. Lorsque le contrôle se fait conformément au guide, c'est un travail qui est normé. Normalement, on n'a pas de problème. Donc, ce qu'on vise, ce n'est pas forcément de dire vous n'êtes pas intelligent. Non, c'est de dire est-ce que vous avez travaillé conformément aux normes qui vous régissent. Si en travaillant conformément aux normes qui vous régissent, vous n'arrivez pas à produire un résultat, on ne peut pas vous le reprocher. Si en ne travaillant pas conformément aux normes, vous produisez un résultat, on peut encore dire que vous êtes un peu un rebelle innovateur. Mais si vous ne travaillez pas conformément aux normes et vous ne produisez pas de résultats, là vous êtes fautif. Donc il y a dans ce cadre-là des actions disciplinaires que les inspecteurs initient contre ces contrôleurs dans tous les domaines. Et donc c'est quelque chose que nous faisons. Sur l'indépendance, si vous me permettez un peu un commentaire là-dessus, les textes qui créent l'IGF sont clairs. L'inspection générale des finances travaille sous l'autorité du chef de l'État. Et l'autorité, les juristes qui sont dans la salle sont d'accord avec moi pour dire que c'est un mot plein. Il vous dit oui, il vous dit non. Ça, c'est sur le plan administratif. Mais sur le plan fonctionnel, lorsque je suis en train de faire un contrôle, est-ce que je suis indépendant? C'est ce qu'il faut regarder. Et nous disons oui, nous sommes totalement indépendants. Parce que même l'inspecteur général chef des services qui est ici à côté, il ne peut pas influer sur les conclusions des inspecteurs qui sont sur terrain. C'est eux qui font le travail, c'est eux qui signent le rapport et personne ne modifie ce rapport. Donc, sur le plan fonctionnel, et c'est ce qui doit nous intéresser, l'inspection est indépendante. Par le passé, on nous a même reproché d'être des électrons libres. Donc, le problème d'indépendance, ce n'est pas réellement un problème qui s'oppose, en tout cas pas sur le plan fonctionnel.
Très bien. On va prendre cinq vraiment dernières questions. Les personnes qui avaient déjà eu la parole, on ne va plus leur donner la parole. Donc, je vais prendre ici, monsieur là-bas. Madame, vous avez déjà parlé. Oui, on va vous donner la parole après. Monsieur Al-Kitenge et monsieur ici. Saint. Oui, vous pouvez commencer. Allumez le micro. Ne faites pas des discours, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole par Dieu m'accorder. Je suis Grace Chunza, coordonnateur national de la dynamique impunité zéro. Ma question est la suivante. L'IGF, c'est un OPJ à compétence générale. Alors que, restreinte, ok. Alors que la Cour des comptes devait faire le travail, plus que même celui qui fait l'IGF. Mais depuis le président Joseph Kabila, jusqu'aujourd'hui, on croyait que le président Félix Tshisekedi pouvait accorder plus de chances à la Cour des comptes, qui est censée tout simplement faire le même travail. Pourquoi l'IGF ne peut pas stimuler au président de la République? S'il vous plaît, cette question la tolérance. S'il vous plaît, cette question n'est pas destinée à l'IGF. C'est pas à l'IGF. Bon, ok. Pourquoi la Cour des comptes jusque-là? Excusez-moi, je vous retire la parole. Merci. Merci, monsieur l'inspecteur chef de service. Pourriez-vous nous dire à quel pourcentage, quelle proportion de pourcentage qu'on vous rétrocède par rapport à chaque cas réussi? Et si vous ne réussissez pas à récupérer l'argent, est-ce qu'on vous donne toujours l'argent par rapport à ce pourcentage-là? Jean-Michel Vondo, je suis le secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo RECIC. Merci. Merci M. Jean-Claude pour la parole. Je suis Mino Bopomi du mouvement citoyen Filimbi. Alors moi j'ai une question mais qui va venir après la contribution que je veux apporter. C'est que le coordonnateur a parlé du 3 contrôles, il a parlé du contrôle juridictionnel en parlant de la Cour de compte, du contrôle administratif dont l'organe suprême est évidemment l'inspection générale de finances et le contrôle parlementaire avec justement le Parlement. Mais moi je voudrais rapidement ajouter le contrôle citoyen qui est garanti par les articles 5 et 37 de la Constitution. Mais pourquoi? Parce que justement ici on se met tous d'accord que ce travail, cet idéal qui consiste à réduire sensiblement le fléau de la corruption ne peut être atteint qu'avec le concours de la société civile. Et surtout nous, les organisations de la société civile qui, dans une certaine mesure, s'intéressent à ces questions-là. Alors c'est dans cet ordre d'idée que nous, le mouvement citoyen Filimbi, depuis une année, nous avons mis en place un contrôle, un projet que je suis en train de coordonner, avec l'appui... Oui, je poserai ma question s'il vous plaît. Avec l'appui justement de l'ODEP, et ces projets s'intitulent Filimbi ODEP sur le suivi de dépenses publiques liées à la Covid-19. Ça consiste justement à effectuer un travail, un contrôle citoyen auprès de toutes les institutions qui ont eu à bénéficier de fonds publics pour... Une minute s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, une minute, je suis en train de chuter. Donc je disais... Posez s'il vous plaît la question. Si vous avez un document... Donc si vous permettez, je vais transmettre le rapport justement qui a été effectué à Mama Yemo. Mais ma question... Posez la question. Très bien. Monsieur Al-Kitenge. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par féliciter l'IGF pour cette initiative. Je vais aller droit au but. Ma question elle est à 3 pieds. Le premier pied, c'est nous avons le privilège d'être ici à Kinshasa et donc d'être en face de vous. Comment pensez-vous faire pour être en mesure d'avoir une couverture nationale du même niveau d'activité? Mon deuxième point, c'est quel est le rôle de la digitalisation dans votre stratégie? Parce que
si vous continuez à travailler avec le papier, vous pouvez être sûr que vous ne pouvez vérifier que là où vous êtes physiquement présent, même si vous démobilisez 50% de votre personnel pour faire les enquêtes sur terrain, je ne crois pas que nous aurons les résultats qu'il faut. Et mon dernier point, c'est, moi, je déteste le cash, le paiement cash, parce qu'il est vecteur de la corruption. Est-ce que vous avez une stratégie anti-cash dans le cadre de votre travail? Merci beaucoup. Très bien, parce qu'il y a deux personnes qui n'ont pas posé des questions. Je prends monsieur ici et madame. Monsieur, s'il vous plaît. Ça salue pas, hein? J'ai pris partout, mais je ne vais pas prendre tout le monde. Monsieur, vous avez la parole. Ça ne salue pas. Donnez le micro. Ça fonctionne. Oui. Allô? Je vous remercie, maître. Je vous remercie, maître Atende. Monsieur l'inspecteur général, je vous remercie également. Je voudrais quand même poser une question pour comprendre. Je voudrais comprendre, parce que ça fait très longtemps que moi je lutte contre la corruption dans ce pays. On dirait que nous sommes toujours à faire des tirs du cul. L'APLCT est l'organe habilité à faire la coordination de la lutte nationale contre la corruption au Congo. Et pour votre information, ça fait la semaine passée, la Banque mondiale a dit, et l'FMI, que sans plan master en RDC, qui englobe tout le monde pour avancer, il récuse de tout ça. Deuxièmement, je voudrais savoir, depuis 2004, avec son Excellence le zone ici devant moi, on a mis en place au même ligne la Convention contre le blanchiment. Et il y a eu un dispositif qui a été mis en place, qu'on a appelé le FOLUCO, et le Fonds de lutte contre la corruption. Octobre 2022, ici au Rotana, tout le monde a demandé que vous fassiez état de ce compte-là. Parce que ce compte-là, semble-t-il, depuis 2004 aujourd'hui, il n'y a pas un rond dedans. On a ouvert un autre compte parallèle par lequel les gens sont tous en train, comment dirais-je, de se sucrer. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est. Troisièmement, nous parlons de la question qui est la question centrale. Vous voulez qu'on vienne vous appuyer, ok. Mettre un cadre, ok, nos problèmes, on peut avancer. Mais dites-nous, la question de la lutte contre la corruption aujourd'hui, comme vous le dit les professeurs, ce qui est caché, c'est près de 120 milliards de dollars qui circulent. 120 milliards de dollars qui circulent sur le Congo. Et comment nous allons nous attaquer à ça sans les fonds? Alors nous voulons savoir, permettez-moi, je conclue, que vous nous disiez à nous quelle est la contrepartie que vous allez réserver à la société civile pour que nous puissions réellement faire ce pays sous l'étendue nationale. Très bien. Et ça, je crois que si je peux finir ma question. Alors, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas ces moyens-là, parce que jusqu'à présent, je suis allé à l'APLCT, l'APLC m'a dit que le gouvernement en place n'a pas donné un financement pour la lutte au Congo. M. Mbombo m'a reçu. Donc il se pose maintenant la question de savoir, on va faire cette lutte-là avec vous comment? Parce qu'il faut mettre toutes les structures en état de faire la lutte, et il y a près de 116 façons de s'attaquer à la lutte. Donc il faut des fonds. Je voudrais que moi, clairement, vous nous disiez clairement quelle est la contrepartie que vous nous réservez. Merci. Je vous remercie, monsieur l'inspecteur. Merci. Je suis Christelle Yessalasso, je travaille pour la campagne. Merci. Je suis Christelle Yessalasso, je travaille pour la campagne Publier ce que vous payez, République démocratique du Congo. Ma question est de savoir quelle stratégie de divulgation vous avez mis en place pour que les informations contenues dans le rapport de l'IGF puissent atteindre toutes les couches de population congolaise. Parce que là, vous êtes sans oublier qu'on a un problème sérieux de l'électricité et aussi de l'accès à l'Internet. Merci. Bon, merci beaucoup. Il y a des questions que je vais laisser au Corodo de répondre. Je ne voudrais pas éviter la préoccupation soulevée par Grace Tchunza. J'aimerais que vous sachiez que pour l'inspection générale des finances, l'arrivée de la Cour des comptes est salutaire. Nous en avons marre de recevoir les faits, les tirs des prédateurs tous les jours. Et ce n'est pas facile. Et c'est vraiment au risque
de notre vie que nous sommes en train de les faire. Aujourd'hui, l'arrivée de la Cour des comptes, les CNRF, l'APLC est pour nous extrêmement salutaire. Nous avançons dans cette lutte lorsque tout le monde met la main dans la pâte. Voilà pourquoi nous avions demandé à la société civile. Et il faut aussi que vous sachiez que pour l'inspection générale des finances, aujourd'hui, si la Cour des comptes arrivait, ça va vraiment être un élément extrêmement important. Rassurez-vous que nous y travaillons. Plusieurs fois, lors de nos contacts avec notre hiérarchie, nous l'avions vivement souhaité. Et c'est une question des jours, je ne sais pas dire des mois. Je peux vous donner, nous le souhaitons. Pour autant que pour nous, ça ne nous gêne pas. La Cour des comptes, c'est les commissaires aux comptes général de notre pays. C'est la Cour des comptes qui certifie les comptes de tout le monde. Et la Cour des comptes peut bien faire son travail sans que ça puisse nous gêner. Pour autant qu'aujourd'hui, nous avions voulu nous placer dans le contrôle concomitant. Et nous avions voulu laisser le contrôle a posteriori, qui est une compétence qui est une compétence par excellence de la Cour des comptes. Nous placer dans le contrôle des opérations au quotidien de l'État et laisser la Cour des comptes faire le travail. Ça ne nous gêne pas, par contre, chaque jour, nous plairons, nous attendons l'arrivée d'une Cour des comptes dynamique qui puisse s'impliquer pour nous aider tous à avancer. En ce qui concerne la question de la rétrocession, lorsque nous faisons un travail qui rapporte, nous avons droit à 50% des pénalités que nous réalisons dans l'opération. Et ces 50% des pénalités, les personnes appelées aviseurs qui ont amené des informations crédibles, qui ont abouti à la récupération des fonds, ils participent, ils ont droit à un maximum de 20%. Et lorsque quelqu'un amène une information qui ne rapporte pas les recettes à l'État, mais qui permet de découvrir des faits de détournement ou de repousser les antivaleurs, nous avons alors des mécanismes forfaitaires en fonction de l'importance de l'information et des résultats auxquels on est arrivé. Nous avons également des mécanismes de rémunération de telles personnes. La question de Filimbi sur le contrôle citoyen, effectivement, l'inspection générale des finances aujourd'hui, nous l'avions dit à la presse. Okay, la presse aujourd'hui, c'est un moyen important, c'est un pouvoir. Comme aussi le contrôle citoyen que vous faites au travers la société civile, c'est un moyen très important aujourd'hui, le plus important que nous tous, nous puissions permettre à notre pays d'être classé parmi les pays civilisés. Nous, on ne s'oppose pas. Par contre, nous pensons que ce sont vraiment des bonnes opportunités. C'est pour cela que nous pensons que quand vous faites ça, nous devons être dans un cadre, parce que nous pouvons vous apporter des informations. Nous sommes un acteur étatique. Nous avons parfois accès, vous avez accès à ces informations d'une manière ou d'une autre. Et nous aussi, nous pouvons avoir accès à ces informations d'une manière beaucoup plus officielle pour fiabiliser le travail. Quand vous publiez un rapport, parfois les gens mettent en doute, étant donné que vous n'avez pas eu accès officiellement à ces informations, on risque de jeter un peu de doutes sur les résultats auxquels nous arrivons. Mais si nous participons, comme nous l'avions fait avec Congo Hold Up, ce ne sont pas des acteurs étatiques. Nous avions participé avec eux à cette enquête du début jusqu'à la fin. Moi, personnellement, même s'il y a eu des problèmes, des divergences dans les conclusions que j'ai toujours expliquées, mais ils sont venus vers nous, ils ont eu des informations, ils avaient des informations, ils ont eu des informations officielles que nous avions tirées des comptes généraux du Trésor et nous leur avons donné officiellement ces informations dans un cadre de concertation. Ça fiabilise également le travail. Donc nous sommes là, nous n'allons pas vous fermer la porte. Vous pouvez avoir vos informations, venez également, nous allons vous donner des informations. Nous avons ici à l'Inspection générale des finances le compte général du Trésor. Et nous pouvons l'ouvrir sans aller à la Banque centrale, vous donner toutes les informations que vous cherchez avec nous. Regardez tel jour, il y a eu tel paiement, beaucoup plus fiable. C'est le compte général du Trésor. Parfois, les informations que vous avez dans les circuits de la dépense, un document est parti, vous n'êtes pas sûr que ce document a été payé. Mais le terminus, c'est le compte général du Trésor qui donne toute la situation. Et là, nous l'avons, nous pouvons vous dire avec certitude que ça a été payé tel jour, selon tel titre et tout. Ça peut fiabiliser le travail. La question de Al Kitenge,
ce qui concerne la couverture nationale de l'inspection générale des finances. En fait, je voudrais rapidement dire que ce sont des questions qui étaient à la réflexion. À un moment donné, à l'inspection générale des finances, est-ce qu'il fallait ouvrir les antennes, il fallait rester à Kinshasa, mais vu les risques d'exposer tout d'abord les inspecteurs qu'on envoyait, qu'on ouvre les antennes et tout, on a estimé qu'il y avait beaucoup, les risques étaient énormes. On a voulu copier les modèles d'ailleurs. L'inspection générale des finances reste un service centralisé qui se déploie parce que nous supposons qu'il y a des audits internes dans toutes les structures de l'État. Le problème aujourd'hui dans notre pays, ces audits internes ne fonctionnent pas. Vous avez l'audit interne dans les entreprises, mais l'audit interne dépend du prédateur. Donc, les prédateurs paralysent le fonctionnement de l'audit. Vous l'avez au niveau de la province, ça dépend de celui-là qui est auteur des détournements. Donc, ces audits-là ne fonctionnent pas et ça nous donne trop de travail parce que nous sommes au-delà de ces audits. C'est pour cela que nous intervenons partout. Mais on est en train d'étudier des mécanismes parce que nous avons aussi dans nos attributions la normalisation des méthodes de travail avec tous ces services d'audit pour que nous puissions petit à petit chercher l'indépendance de ces audits internes. Lorsque ces audits internes vont vraiment être indépendants, commencer à travailler, ça va aussi nous alléger la tâche. Et dans nos missions, ces audits internes sont en fait les premiers services que nous contactons quand nous arrivons. Parce qu'ils sont dans la maison, ils ont des données, ils ont des informations. Même si on les empêche de travailler, ils nous aident quand même à avoir la température de ce qui règne. Voilà un peu la question de la couverture. Nous avions voulu rester tout d'abord au niveau national pour garantir un peu l'efficacité du travail de l'inspection. La digitalisation, c'est une solution miracle de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, si nous sommes parmi les pays les mieux corrompus, parce que notre économie n'est pas digitalisée. Même la collecte de l'impôt, aujourd'hui nous avons des faiblesses, c'est la digitalisation. À peine nous venons d'avoir un ministère chargé des numériques, mais je pense que le pays doit avancer. Si la plupart des opérations de l'État sont digitalisées, bancarisées, je pense que nous ferons des avancées spectaculaires. Nous nous investissons. Il n'y a pas longtemps, on a été avec le Premier ministre pour discuter, pour dire mais pourquoi on continue à être le seul pays où on peut disponibiliser 5 millions de dollars en espèces à remettre à un membre du gouvernement, à remettre à telle structure. Même moi, vous me donnez 10 millions de dollars pour organiser, mais vous m'exposez. L'argent, ça expose tout le monde. Suivons les mécanismes que les autres qui ont réussi, ils ont mis en place. Nous en avions discuté avec le gouvernement en disant, mais pourquoi on continue à disponibiliser autant d'argent au guichet de la Banque centrale, à remettre aux individus, à des structures? Pourquoi on fait les paiements en espèces aujourd'hui? Pourquoi on ne suit pas les règles? Donc nous pensons aujourd'hui que la bancarisation ou la digitalisation en général de notre économie, lorsqu'on y arrivera, ça va nous faciliter tous la tâche. Celui qui veut voler lorsque les opérations passent par la banque, la marge de manœuvre est réduite par rapport à celui à qui on a donné les cash. Donc nous devons faire un effort, même pour la TVA, même pour la collecte d'impôts. Quand on aura fait ça, vous allez voir même il y a des fonctions qui vont petit à petit disparaître. On n'a pas besoin de déployer aujourd'hui beaucoup de vérificateurs sur le terrain lorsque l'économie est digitalisée. Lorsqu'on sait déjà déterminer avec une digitalisation intégrée, toutes les administrations et tout, on sait déjà savoir cet opérateur économique combien il doit payer parce que tout est digitalisé. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a la question en rapport avec les fonds de la lutte contre la corruption. À notre information aujourd'hui, après avoir suivi les comptes généraux du Trésor pendant 2 ans, nous n'avons pas encore vu la constitution de ces fonds. Nous n'avons pas encore vu ça. Peut-être que vous avez des informations, mais nous, on regarde tout ce que l'État congolais sort chaque jour. Je n'ai pas encore vu une seule sortie pour alimenter ces comptes-là. En ce qui concerne la coordination des actions de la lutte contre la corruption confiée à l'APLC, je ne voudrais pas arriver à ces discussions dans ce cadre ici. Je pense que c'est une question à notre point de vue. On a échangé avec Sénaref, APLC, il y a une mauvaise interprétation de cette question. Et je pense qu'on est en train petit à petit de tirer au clair.
Qu'est-ce que ça signifie, cette coordination qui a été confiée à l'APLC? La coordination, au fait, il faut lire les textes. Je ne voulais pas les développer ici, parce que dans la lutte contre la corruption, ne mettez pas seulement l'inspection et la CNRF, mettez aussi la Cour des comptes. Je ne vois pas comment l'APLC peut coordonner cette matière et prendre la primauté sur la Cour des comptes, qui est une institution relevant de la Constitution. Parmi les organes de contrôle, c'est la Cour des comptes qui est constitutionnelle. L'APLC est là sur base d'une ordonnance. Ok, c'est la Cour des comptes, premièrement, qui est constitutionnelle. C'est dans la Constitution de la République qu'on trouve la création de la Cour des comptes. L'inspection générale des finances, il n'est pas une loi. L'APLC, il n'est pas une ordonnance. Tout ça, ce sont des questions que je ne voulais pas évoquer ici. Je pense qu'en tant que technicien, nous devons toujours nous retrouver pour échanger, pour qu'il n'y ait pas une mauvaise compréhension de ce qui s'est fait. Ce qui est vrai, nous avons aujourd'hui l'Agence pour la promotion et la lutte contre la corruption, qui est l'APLC, à qui un certain nombre de missions a été confié dans le cadre de la lutte contre la corruption, des missions que nous saluons. Mais je crois que chacun, dans ces textes, a ses attributions. Chacun doit faire sa part pour que dans l'ensemble, cette action soit efficace pour les pays. Quelle est la contrepartie de cette sollicitation que l'inspection générale des finances est en train de faire à la société civile? Loin de nous l'intention de financer la société civile dans le cadre de cette lutte. Je crois que nous avions discuté avec quelques acteurs de la société civile. Nous pensons que nous, l'inspection générale des finances, nous avions inscrit dans notre budget aujourd'hui des actions, des campagnes, des actions dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et nous avions donné notre main tendue à la société civile en disant, dans le cadre de ces volets-là, lorsque la société civile veut organiser des campagnes, des actions dans le cadre de la lutte contre la corruption, vous allez avoir un accompagnement, je crois, Président, je l'ai dit, vous allez avoir un accompagnement sans faille de l'inspection générale des finances, un soutien logistique et financier pour que ces actions-là réussissent. Et cela est limité strictement au budget qui est le nôtre dans le cadre de ces actions-là. Et comme nous voulons à tout prix, nous pensons aujourd'hui que la sensibilisation, c'est tout d'abord le premier contrôle qui doit être fait. Lorsque la personne est informée, il comprend les dangers et nous évitons que nous ayons beaucoup d'incompréhension. Donc nous voulons travailler sur ces volets-là. Nous l'activons déjà, on travaille avec des artistes, on fait des spots et tout. Nous voulons travailler avec la société civile, organiser des campagnes à l'université, en province et tout dans le cadre de la lutte. Et là, nous allons accompagner tous ces mécanismes-là avec le budget qui est le nôtre, qui nous est donné pour la lutte contre les détournements des deniers publics. Ça, nous l'avions déjà dit et nous sommes prêts. Nous proposons d'ailleurs qu'on ne se limite pas à cet échange d'aujourd'hui, qu'à la sortie d'ici, que nous puissions définir un jour où nous allons nous retrouver tous ensemble pour formaliser ces cadres et déterminer le calendrier de nos rencontres pour mutualiser nos actions. Ce serait plus important pour nous. La stratégie de vulgarisation des rapports de l'inspection générale des finances. Nous n'avons que notre site web aujourd'hui parce que chaque fois qu'on faisait, nous avions estimé qu'il était bon d'avoir notre site web, de faire un communiqué, de dire aux gens que non, voilà, nous avons les rapports, vous pouvez entrer là-dedans et lire. Ceux qui sont intéressés à aller au-delà, parce que ce que nous mettons dans le site web, nous ne citons pas les acteurs qui sont compromis parce que beaucoup se sont plaints que tant que la justice ne nous a pas encore condamnés, nous sommes encore innocents. Alors, nous nous limitons aux faits constatés et pour ceux-là qui sont intéressés à aller en profondeur pour savoir le résumé que nous avions mis de 11 pages qui en réalité découle d'un rapport de 89 pages. Donc, dans le cadre d'une collaboration, nous pouvons ouvrir ces rapports-là aux acteurs qui sont dans la lutte contre la corruption pour dire voici les contenus, la profondeur de ce que vous avez vu dans les sites web. Nous essayons dans la mesure du possible, au travers de nos communications, médias, et nous voulons aussi avec la société civile qu'on puisse faire la même chose, communiquer sur ces faits-là pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Voilà brièvement, je ne sais pas si j'ai satisfait. Très bien. Je pense que ça devient très bon
Mais je crois aussi que c'est le moment qu'il faut pour arrêter. C'est pour ça que je tiens à remercier les intervenants, à remercier les collègues qui ont posé des questions et vous dire, comme l'inspecteur général, chef des services l'a dit, qu'après cette réunion, il y a un repas qui est prévu en bas. Un repas auquel tout le monde est invité. Et quand nous serons au repas là-bas, il y a d'autres communications qui vont suivre, que je ne voudrais pas communiquer ici. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de communication, je vous prie d'aller manger. Et voilà, il y a aussi quelques photos qui vont être prises en bas, mais je voudrais, pour qu'on clôture comme il se doit, est-ce qu'on peut s'asseoir? On n'a pas encore fini. Je vais pouvoir donner la parole à l'inspecteur général, chef des services, pour clôturer notre manifestation. Bien sûr, il y aura aussi l'hymne national pour finir définitivement. Merci, Président. Tout a été dit. En résumé, je peux dire grand merci à vous tous pour avoir répondu présent à l'invitation de l'Inspection générale des finances. Sincèrement, merci. Deuxièmement, nous réitérons ce cadre de collaboration pour aider notre pays à aller de l'avant. Et nous voulons matérialiser ce cadre de collaboration le plus rapidement possible, en étant ensemble pour que nous puissions nous échanger les informations et arrêter les stratégies de repousser les antivaleurs. Enfin, je voudrais encore réitérer ce que j'ai dit en ce qui concerne nos amis de l'ODEP. Nous présentons pratiquement nos regrets en ce qui concerne les incompréhensions qui ont eu lieu. Nous manifestons notre volonté de travailler ensemble dans la mesure où nous avons les mêmes objectifs. Nous voulons effectivement travailler ensemble pour implémenter la bonne gouvernance dans notre pays. Donc nous serons vraiment disposés. Et pour l'Inspection générale des finances, cette incompréhension se trouve derrière nous et nous voulons regarder de l'avant. Président, je crois que c'est l'effet des mots que je voulais dire. Merci encore. On va acclamer pour nous tous. Est-ce que je peux me permettre de vous prier de vous tenir debout pour l'hymne national?